Aujourd'hui, nous sommes tous confrontés à des risques majeurs, que ce soit sur nos territoires ou dans notre vie quotidienne. Mais qu'est-ce qu'un risque majeur? Le risque majeur va se caractériser par deux caractéristiques principales. D'une part, il est à faible fréquence, c'est-à-dire qu'il va survenir très peu fréquemment dans la vie des hommes. C'est d'ailleurs pour ça souvent qu'on a tendance à les oublier, voire les ignorer. Et la gravité de cet événement va être par contre catastrophique avec de nombreuses victimes, de nombreux dommages et souvent une difficulté de la société à faire face à cet événement. Pour qu'il y ait risque majeur, il faut donc absolument qu'il y ait un phénomène qu'on appelle un aléa, qui a certaines caractéristiques, hein, sa fréquence, je l'ai dit tout à l'heure, mais également une dynamique. Par exemple, une explosion, c'est une dynamique ultra rapide, et une certaine intensité, voire gravité. Et en face, il faut qu'il y ait des enjeux exposés. Les enjeux, c'est nous, les hommes, exposés, c'est également nos biens construits, nos maisons, nos entreprises, nos écoles, etc. Il n'y aura risque majeur que s'il y a concomitance d'un phénomène et d'un danger qu'on qualifie d'aléa et d'enjeu. Si on prend un séisme qui survient dans un désert, on n'a pas de risque majeur parce qu'il n'y a pas de personnes exposées. D'une manière générale, ce qu'on peut voir, et je crois que les dernières publications du GIEC le démontrent, c'est que avec le changement climatique, on va avoir une augmentation de phénomènes extrêmes, de certains phénomènes extrêmes. On a parlé notamment d'inondations, de tempêtes, etc. À la fois dans leur intensité et dans leur fréquence. Donc il est aujourd'hui très important qu'on s'y prépare et qu'on se mobilise tous pour faire face aux risques majeurs, encore plus aujourd'hui qu'hier et sans attendre. Mayotte est un territoire qui n'est pas du tout épargné hein, par rapport aux risques majeurs. Vous avez sur votre île à la fois des risques naturels. Parmi ces risques, on peut citer les inondations de toutes les formes. La submersion marine, des débordements de cours d'eau, du ruissellement, des remontées de nappes, et également un risque particulier de submersion qui est plus lié au risque sismique qui vous touche également sur le territoire, à savoir le risque de tsunami. Vous avez également des mouvements de terrain, des cyclones, bien sûr, et des feux de forêt. On a beaucoup parlé des feux de forêt cet été, notamment sur la France métropolitaine. Et vous avez également des risques majeurs technologiques, de par les industries en présence sur vos territoires, et puis du transport de matières dangereuses. Ces risques d'ailleurs ne sont pas individualisés, séparés les uns des autres. On peut avoir ce qu'on appelle des synergies entre risques. Un risque inondation peut entraîner derrière, par exemple, un risque technologique, un cyclone, un séisme va pouvoir générer des mouvements de terrain ou du risque industriel. Prévenir les risques, c'est fondamental. Comment on va pouvoir agir sur les risques majeurs? Je l'ai dit, il y a ces deux composantes. On peut essayer d'agir sur l'aléa. C'est parfois possible, hein, agir sur des inondations. On peut retravailler des cours d'eau. On peut désimperméabiliser des sols ou limiter l'imperméabilisation des sols pour le ruissellement. Mais c'est parfois compliqué, voire impossible. On ne peut pas agir sur la survenue d'un séisme ou sur la pluie qui va tomber, par exemple. Et donc le vecteur le plus efficace hein, sur lequel il faut vraiment qu'on travaille tous aujourd'hui, des citoyens aux collectivités, en passant par les services de l'État, les associations, mais vraiment tous les acteurs de la société, c'est agir sur les enjeux et notamment la fragilité, la vulnérabilité de ces enjeux. La vulnérabilité des hommes, on peut agir dessus en se préparant, en participant à des exercices, en connaissant le fait qu'on soit exposé et en connaissant les conduites à tenir, les bons réflexes en cas de survenue. Et sur nos habitations, sur nos écoles, sur nos routes, eh ben on peut prendre des dispositions pour réduire la vulnérabilité. Par exemple, mettre certains équipements en hauteur par rapport aux inondations ou renforcer nos bâtiments pour mieux tenir aux séismes et aux cyclones. On distingue en fait 7 piliers dans la prévention des risques. C'est déjà connaître hein, et travailler sur la connaissance des risques sur le territoire et de l'aléa bien sûr, mais pas que, c'est ce que je viens de dire. Surveiller et développer la prévision. Là, je m'intéresse surtout quand je dis ça aux phénomènes météorologiques.
Travailler sur l'information, la culture du risque, l'éducation, en passant notamment par nos enfants, ça c'est fondamental, c'est le troisième pilier. Bien sûr, prendre en compte ces risques dans l'aménagement de notre territoire. Et là, il y a un outil parmi d'autres qui existe, qui est le plan de prévention des risques naturel ou technologique qui va nous permettre de mieux intégrer ces risques dans le droit à construire en imposant aussi des dispositions constructives et on a parfois des règles de construction. Je pense notamment au risque sismique. Réduire la vulnérabilité, là c'est agir vraiment sur l'existant et nous-mêmes en termes d'organisation, de préparation. Préparer les secours, la gestion de crise, c'est un vrai travail de préparation et puis également de retour d'expérience après un événement. Il faut savoir tirer les enseignements, identifier nos atouts et les renforcer et puis aussi nos faiblesses sur lesquelles on va devoir travailler. À notre niveau, je l'ai dit, mais je le redis, c'est important, nous sommes tous acteurs de notre propre sécurité, de celle de nos proches, de celle de nos lieux de travail, et il est important qu'on agisse tous de concert et qu'on n'attende pas que l'État ou les collectivités agissent à notre place. C'est vraiment un travail main dans la main, collectif, pour être plus résilient. Alors plus résilient, c'est un terme qu'on utilise beaucoup, vous l'entendez certainement à tort et à travers. Ça veut dire quoi être résilient? Ça veut dire trois choses. Anticiper et se préparer, notamment en connaissant les bons réflexes, hein. S'adapter et se protéger à faire face, j'en ai parlé également tout à l'heure, et être capable et anticiper le fait qu'il va falloir se relever après une catastrophe et qu'on va être dans un mode certainement dégradé qui va parfois durer plusieurs semaines, plusieurs mois et parfois plusieurs années, se reconstruire après un événement majeur en fonction de sa gravité. Ça peut prendre effectivement plusieurs années sur certains territoires touchés. Sur les crises récentes, j'en ai parlé, le retour d'expérience est important. Je crois que ce qu'on peut retenir des crises récentes qu'on a vécues, à la fois technologiques, il y a eu bien sûr l'incendie à Lubrizol hein, en 2019, mais on a eu beaucoup d'événements naturels. Cet été, on a beaucoup parlé des feux de forêt en Gironde, des tempêtes et pluies violentes qui ont frappé notamment la Corse hein, à la fin de l'été. Mais on a eu par le passé des inondations extrêmement meurtrières. On a eu sur les territoires ultramarins des cyclones, dont l'ouragan Irma, hein, qui reste encore bien dans nos esprits. Vous avez eu sur Mayotte plusieurs secousses sismiques également, hein, il y a quelques mois, années, qui nous ont fait réfléchir. Et je pense qu'il ressort de ces crises, c'est que nos concitoyens ne se sentent pas assez informés et qu'il faut vraiment qu'on arrive à partager l'information de façon la plus transparente et la plus pédagogique possible pour que chacun prenne conscience et prenne sa responsabilité. C'est ça aussi, développer la culture du risque. Bien sûr, il faut continuer à travailler sur la prévision, sur la surveillance quand les phénomènes peuvent être anticipés pour mieux connaître ces aléas. Mais je pense que la clé aujourd'hui, c'est vraiment de travailler sur la vulnérabilité de nos territoires et la résilience de ces territoires. Et je le disais tout à l'heure, les crises passées qu'on a vécues, on en tire toujours des enseignements. Et ces enseignements, il faut les partager. Il faut écouter les témoignages. Et il faut s'appuyer aussi sur les bonnes pratiques, les outils qui ont pu être développés ici ou là par des maires ou par des citoyens aussi qui se sont mobilisés. Hein. Je pense notamment sur le séisme de 2019, le collectif des sinistrés du Teil a fait un travail formidable. Et il faut faire connaître ça pour que chacun de nous, on réinvente pas la poudre et qu'on parte de ces bonnes pratiques pour aller vers une amélioration, je dirais, continue de notre préparation à faire face à des catastrophes naturelles. Et puis dernier point, je pense que sur ce qu'on a pu apprendre des événements passés, c'est aussi que la gestion des risques, c'est bien, mais on ne peut pas la décorréler des autres composants de notre territoire. Les risques font partie de notre territoire et il faut intégrer nos actions de prévention des risques avec tous les autres enjeux des territoires, les enjeux sociaux, les enjeux économiques, les enjeux de développement de notre territoire, de circulation, d'habitat, etc., etc. Et puis, une recette ne peut pas se calquer complètement sur un autre territoire. Je pense que l'histoire
l'histoire et la culture du territoire auquel on s'intéresse et votre histoire au niveau du territoire mahorais doit être considérée pour adapter aussi les outils et la prévention à vos attentes, à vos besoins. C'est fondamental. Alors, l'AFPCNT, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on fait finalement dans ce panorama des acteurs de la prévention des risques? L'AFPCNT, ça veut dire Association française pour la prévention des catastrophes naturelles et technologiques. Donc, on est en plein du cœur du sujet. C'est une association qui a plus de 20 ans, hein, une association classique, loi 1901, et qui est vraiment, depuis son historique et son origine, un centre de réflexion multirisque et multi-acteurs avec des élus, des scientifiques, des acteurs associatifs, voilà, qui se sont fédérés et qui décident de coopérer en fait dans cet intérêt général qui est la prévention des risques. Elle a évolué très récemment, en 2022, après toute une réflexion qui a eu lieu en 2021, dont vous avez peut-être connaissance, qui tourne autour de la culture du risque. Où est-ce qu'on en est en France et est-ce qu'il faut la moderniser? Qui a donné lieu à un plan d'action d'ailleurs qui est sorti et qui a été publié par le ministère de l'écologie qui s'appelle Tous résilients face aux risques. Et notre association a proposé de relever certains défis et le ministère de l'écologie a accepté de nous soutenir. Ça a donné naissance à un projet associatif qu'on a appelé Scarabée, je vous dirai pourquoi dans 2 secondes, qui est un projet associatif qui va nous occuper pendant les 4 ans à venir et peut-être plus, hein, puisqu'il y aura une suite à cette première étape. Scarabée, pourquoi on l'a appelé scarabée? Parce que le scarabée est un insecte qui est extrêmement résistant, qui sait s'adapter et qui, en plus, dans la culture égyptienne, est symbole de renaissance, voire de résurrection. Donc le symbole nous paraissait intéressant. Et on a mis un K et non pas un C, parce que K, c'est la raideur d'un ressort. Et après une crise, il faut se relever, il faut rebondir. Donc d'où le symbole du ressort. Et dans ce programme Scarabée, on s'est donné 5 priorités. Culture du risque, bien sûr, avec un rendez-vous qui va bientôt arriver, hein. C'est la journée du 13 octobre, qui est historiquement la journée internationale de prévention des catastrophes, des risques de catastrophes, qui aujourd'hui, pour la première fois, devient en France la journée nationale de la résilience face aux risques naturels et technologiques. Et on va essayer de contribuer de toutes nos forces à faire de cet événement national un événement fédérateur, mobilisateur, connu et on l'espère pérenne pour travailler sur la culture du risque. La deuxième priorité, c'est la résilience, j'en ai parlé, travailler sous toutes ses formes au développement de la résilience des personnes, des territoires, des organisations. Troisième objectif, c'est qu'on essaie chacun, puisqu'on est tous acteurs, de partager notre connaissance et de monter en compétence chacun, hein, d'apprendre des autres aussi, de s'enrichir en fait les uns des autres, de se former. Quatrième objectif, et vous êtes concernés en plein au niveau de Mayotte, les territoires ultramarins sont particulièrement exposés aux risques majeurs et à des phénomènes extrêmes. Vous avez un vécu, vous avez aussi des actions que vous avez menées qu'il convient de valoriser. On a beaucoup à apprendre des territoires ultramarins et on veut vraiment valoriser votre action et s'appuyer sur vous pour progresser sur l'ensemble des territoires et notamment sur le territoire métropolitain. Et puis, il ne faut pas oublier les réflexions de fond également qui doivent nous animer. Il y a des risques émergents, le changement climatique est là. Il faut qu'on évolue dans nos postures et il faut qu'on continue à développer les relations internationales parce qu'au-delà des territoires français, on a aussi à apprendre du Japon, des États-Unis, de l'Asie et d'autres pays. Et pour finir, la culture du risque, alors on en parle, ça veut dire quoi la culture du risque? Dans culture, il y a quand même ce partage hein, de connaissances, de valeurs, de croyances, de convictions d'un groupe, de notre société. Et chacun d'entre nous, on doit du coup progresser pour avoir une culture du risque commune la plus adaptée et nous permettre de mieux connaître les phénomènes, de mieux connaître notre capacité d'action et notre capacité de réaction et de préparation face à ces crises qui vont malheureusement sans doute se multiplier.